Et vous encouragez justement vos élèves, vos disciples. D'ailleurs, en fait, les gens qui viennent vous écouter, vous les qualifiez de quoi? C'est des patients, des disciples, des élèves, des enseignés? Ça dépend un peu de la relation, chacun qualifie, peu importe finalement de la qualification, mais tout dépend de la relation que la personne souhaite. Quand c'est plus enseigné, c'est enseignante du Dharma, du Bouddha, et quand on est dans une relation plus thérapeutique, c'est une relation, on va dire, thérapeutique d'un client à son thérapeute. Plutôt client que patient, parce que là encore, ce sont des nuances, mais parce qu'il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être actif dans son émancipation et sa libération, parce que le but de la thérapie comme de la voie spirituelle, c'est l'émancipation, c'est la libération. Mais avant de parler de libération au sens absolu, ultime, il faut déjà devenir autonome, ce qui souvent n'est pas le cas. Donc, il est difficile de se libérer de quelque chose qu'on n'a même pas réalisé. Donc là encore, il s'agit là aussi d'avoir bien les pieds sur terre pour que, on va dire, la démarche spirituelle ne soit pas une forme de compensation ou de nouvelle fuite pour éviter de se rencontrer ou de rencontrer sa souffrance. Récemment, vous disiez lors d'un enseignement que le héros est au cœur des plénitudes mutuelles. Vous pouvez nous en dire plus sur cette notion de plénitude mutuelle? Plénitude mutuelle, ça veut dire que rien ne manque à l'instant. Dans cette simplicité d'être, il y a les souffrances, mais aussi il y a plénitude que nous sommes, que nous oublions souvent, que nous sommes cette plénitude. Nous avons du mal à croire à cela en fait. Et la plénitude mutuelle, c'est justement lorsqu'on est capable de voir en chacun que rien ne manque. Et quand rien ne manque à chacun, il y a beaucoup d'espace pour le partage, beaucoup d'espace pour l'amour, beaucoup d'espace pour être ce que chacun est, et au-delà même de ce qu'il est finalement. Donc les plénitudes mutuelles, c'est, on va dire, une expérience que l'on vit aussi par exemple dans les constellations, dans le partage, ou là aussi dans les constellations que j'anime, il y a un moment où on fait une pratique du héros, une pratique qui permet justement de rendre hommage en quelque sorte à cette plénitude que nous sommes. Donc on n'oublie pas de cultiver la plénitude, même si on s'est occupé de ses souffrances, parce qu'on a quand même une fâcheuse tendance à s'enfermer à nouveau pour se faire exister à travers cette souffrance et cette histoire de souffrance que je me raconte en boucle comme ça. Donc il faut, un petit peu comme dans les remèdes homéopathiques, une histoire aussi, donc un conte ou un mythe, pour nous aider à voir qu'on peut sortir de cette histoire-là. J'aimerais que nous attardions un peu sur votre rôle de maître enseignant, justement. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon guide ou d'un bon maître? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour être un contre-maître? Maître, contre-maître, oui, c'est sûr. Je ne sais pas si la question c'est d'être un bon maître, mais en tout cas, quand on choisit quelqu'un qui nous accompagne, il est bien effectivement d'examiner les intentions de la personne qui nous accompagne, et cela peut prendre aussi un certain temps, surtout dans la voie spirituelle. C'est de bien examiner finalement, voilà, si l'intention de la personne est réellement de nous aider, ou est-ce qu'il y a d'autres intentions derrière cela. Et puis aussi, une fois que l'on peut communiquer avec cette personne, que cette confiance est établie, c'est important soit aussi de voir que quand on parle de maître, on parle forcément en face de disciple, ou quand on parle d'enseignant, on parle d'élève. Oui. S'il n'y a pas d'élève, il n'y a pas d'enseignant. S'il n'y a pas de disciple, il n'y a pas de maître. Donc, c'est les deux côtés finalement qui sont à examiner, on ne peut pas les séparer. On dit souvent, ce sont les disciples qui font le maître ne cherche pas à être un maître. Ou on pourrait dire aussi les élèves qui font l'enseignant, dans une certaine mesure. C'est la participation finalement, quand on est dans la confiance, c'est sûr, c'est
on fait confiance, et à ce moment-là, cette confiance permet de cheminer et de traverser les obstacles. Puisque forcément, on a besoin, on va dire, d'un plus ancien, qui connaît un petit peu le terrain, qui a des bonnes intentions, qui n'a pas d'intention de, on va dire, d'œuvrer pour lui-même ou pour compenser toutes sortes de difficultés, mais pour réellement aider la personne à s'émanciper, se libérer, traverser les difficultés. C'est ça l'accompagnement. Oui, là, dans une conférence que vous donniez récemment, vous disiez, vous compariez votre rôle de maître à celui de funambule, et j'aime beaucoup ça, d'ailleurs, je vous cite là. Vous disiez: ce qui me semble être la qualité essentielle d'un funambule est l'extrême vigilance avec laquelle il s'ouvre aux pirouettes de l'infini. Rien de plus vivant qu'un funambule, aucun de ses pas n'est certain et ne peut se répéter en même temps qu'il va d'un bout du monde à l'autre. En fait, votre travail relève d'un équilibre instable. Absolument, comme dans la vie. Et tout à fait. Hein, j'aime beaucoup aussi cette image du funambule qui est marche sur un fil, et à la beauté aussi, la beauté on va dire, de marcher et d'être à la geste. Hein, voilà, entre terre et ciel, et avec cette fragilité et en même temps cette audace. Et c'est un peu ça finalement. Le funambule, c'est l'image inverse de la personne qui reste, qui n'ose pas prendre de risques, qui est inerte ou qui pense qu'il faut attendre. Il y a de l'autre côté. Comment aller de l'autre côté? Et c'est vraiment la trajectoire de toute personne. Je suis là, et comment aller là? De toute façon, il faut aller là, parce que c'est ainsi. Et nous devons traverser. Et une fois qu'on a traversé, il faut revenir et retraverser, etc. Et en même temps, quand on commence à accueillir cette instabilité, cet équilibre instable, on peut danser aussi, on peut être un peu plus créatif et se rendre compte que les choses sont malléables, les expériences sont malléables, et rien n'est enfermé. Pour un funambule, son équilibre, il peut le rétablir, etc. Et peut-être même il peut devenir encore plus audacieux, prendre plus de risques, etc. Donc, et parfois dans nos vies, on marche tout droit dans un chemin tout tracé sans se poser cette question. Et funambule ne peut pas vraiment, à chaque fois, être obligé de remettre un petit peu... à chaque fois, c'est une prise de risque, en quelque sorte.